Le lien, il est à la fois historique, affectif et j'allais dire presque ethnographique. C'est-à-dire que, je commence par le dernier, il y a dans l'histoire russe une alternance de flux et de reflux et une idée de base que l'empire est la seule façon d'être pour la Russie. Évidemment, l'Ukraine, pour les Russes, il y a toute sa place. Historique, parce que effectivement, la rive gauche du Dniepr a été russe depuis 1654, au moment où le Cosaque Khmelnytsky a remis à l'Empire russe son destin pour le protéger des visées catholiques de la Pologne. Et en fait culturel évidemment bien sûr parce que depuis lors toute la rive gauche du Dniepr est culturellement russophone et russe, ces écrivains parlent russe, etc. Donc ça fait beaucoup de choses qui font que dans la tradition russe et notamment cette tradition impériale, l'Ukraine devient un facteur j'allais dire à la fois de frustration. L'Ukraine indépendante devient un facteur de frustration et un facteur de guerre finalement. La stratégie du fou, c'est une stratégie qui consiste à faire croire à son adversaire qu'on n'est pas rationnel et qu'on peut renverser la table et qu'on peut tout casser au-delà de tout comportement pragmatique. Et effectivement, ça peut marcher puisque lorsque Nixon avait commencé ses bombardements à outrance au Vietnam pour obliger les Vietnamiens à s'asseoir à la table des négociations, mais il avait réussi. Donc menacé d'une catastrophe totale, d'un comportement complètement erratique, irrationnel, faire peur en fait, retenez-moi ou je fais un malheur. Voilà la stratégie du fou. Alors, dans la réalité, ça revient un petit peu à ça, parce que les Russes ont une attitude vis-à-vis de l'Ukraine qui est complètement émotionnelle. C'est le berceau de la civilisation russe, les Ukrainiens disent la même chose d'ailleurs, ce sont des Russes qui sont opprimés par des Ukrainiens d'origine occidentale, c'est comment dirais-je, un pays qui a toujours appartenu à la Russie. Enfin, il y a tout un récit qui est parfois complètement déconnecté de la réalité, souvent même, et qui conduit à des attitudes irrationnelles. Il est clair que l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'est pas une attitude rationnelle. Et un autre élément de la stratégie du fou, mais là j'allais dire, c'est en ce qui concerne le passé de l'Ukraine et l'attitude vis-à-vis de l'Ukraine, c'est une attitude irrationnelle, mais c'est pas une stratégie. D'ailleurs, si ça avait été une stratégie, ça aurait peut-être plus réussi que le désastre qu'on voit. En revanche, il y a un aspect qui relève de la stratégie, c'est les rumeurs répétées d'utilisation de l'arme nucléaire. Donc là, il est clair que la Russie dit « retenez-moi ou je fais un malheur, je ne peux pas perdre, si nous perdons, nous aurons recours à l'arme nucléaire », d'où ces émissions de télévision de présentateurs proches du pouvoir, d'où des déclarations de M. Rogozin, qui est chargé du développement des industries spatiales et patron de Roscosmos, d'où les rumeurs répétées, les déclarations du président « attention, nous sommes une puissance nucléaire ». Ça fait partie de la stratégie du fou, c'est-à-dire si nous perdons, nous aurons des réactions imprévisibles. Et ça, c'est le cœur de la stratégie du fou. Alors, je crois que la cause principale, c'est ce que j'appelle le syndrome « appelez-moi le patron », c'est-à-dire que la Russie, à tort ou à raison, mais le plus souvent à raison, estime que l'Europe n'est pas une puissance géopolitique et qu'elle est, d'une certaine façon, inféodée aux États-Unis via l'OTAN et via la pression qu'exerce un certain nombre d'États membres qui ont décidé de confier leur sécurité à l'OTAN. Donc la Russie conteste toute autonomie géopolitique à l'Europe.
elle estime que l'Europe n'a pas d'armée, n'a pas de politique étrangère, et lorsqu'il s'agit d'appliquer par exemple les sanctions vis-à-vis de la Russie, n'a aucune autonomie vis-à-vis des injonctions ou des orientations de Washington. Donc ça, c'est l'analyse russe. Donc, on préfère, et c'est d'ailleurs dans la tradition russe, parler d'égal à égal avec le grand, le super grand qu'est les États-Unis. On traite de l'Europe ensuite. Alors, il y a une petite nuance qu'on peut apporter parce que on voit de temps en temps dans la presse russe, dans les déclarations du ministre des Affaires étrangères, qu'on reconnaît un petit rôle un peu spécifique à la France et à l'Allemagne pour faire bouger un peu les lignes en Europe dans un sens plus favorable aux intérêts russes ou favorable au dialogue avec la Russie. Donc c'est une petite nuance. Mais globalement, l'Europe comme puissance géopolitique ne compte pas. Alors il y a un dernier élément, c'est que les Russes savent très bien que l'Europe a une sorte de modèle culturel fondé sur des valeurs, sur la liberté, sur la démocratie, qui a un certain pouvoir d'attractivité sur les populations partout dans le monde, et en particulier en Russie et en Ukraine. Donc pour contrebattre ça, la Russie a élaboré depuis une vingtaine d'années une idéologie, en quelque sorte, qu'on pourrait qualifier de traditionnaliste, fondée sur le respect de la religion, sur la différenciation homme-femme, fondée sur les valeurs traditionnelles, le respect de l'autorité, les valeurs d'ordre, et donc une espèce de contre-modèle, mais je pense que ce contre-modèle, disons, même s'il peut être appliqué à beaucoup de pays et qu'il peut constituer une sorte d'idéologie commune dans toutes ses variations, comme le faisait le communisme à l'époque, le marxisme-léninisme, mais je ne pense pas que cette idéologie soit si attractive pour les populations, et je pense que malgré sa faiblesse géopolitique, ou perçue comme telle par les Russes, l'Europe garde malgré tout à la marge un certain pouvoir attractif compte tenu de ses valeurs, des libertés et de la démocratie qu'elle défend.